folks. I'm very glad to be here today in the United States. And today we're going to talk about Western riding. And Mais c'est quoi cet accent? Hein? Pourquoi vous parlez en anglais? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, Nous sommes en France. Ah ouais? Regardez autour de vous. Alors, eh bien, dans ce cas, nous allons parler de l'équitation western made in France. Pour commencer, nous ne sommes donc pas aux États-Unis, mais en région parisienne, dans des installations qui n'ont rien à envier aux installations des grands ranchs américains. Et c'est Kader qui nous reçoit. À la base, c'est une équitation de travail qu'on utilise principalement pour le travail du bétail. Dans les grandes ranches, comme on peut voir aux États-Unis, où le cow-boy va utiliser le cheval pour pouvoir convoyer, séparer, attraper des vaches, soit au lasso, ou se servir de son cheval pour les empêcher de passer, ou simplement les pousser, des troupeaux immenses, pousser le bétail d'une grande pâture à une autre. Donc voilà, c'est à la base une équitation de travail qui devient progressivement une équitation de loisir. Les gens veulent monter western. Bien que la selle et le filet soient bien sûr relativement différents, sceller un cheval en équitation western ne présente pas de différence notable avec l'équitation classique. Ici, on pratique aussi bien l'équitation classique que l'équitation western. Mais y a-t-il une différence? La différence, on ne va pas la trouver avec l'animal, puisqu'un cheval reste toujours un cheval, mais ce sont vraiment deux équitations différentes. Elles ne sont pas mieux ou meilleures, elles sont différentes. Elles sont de toute façon complètement opposées, déjà par le matériel, par le travail et par la manière de dresser les chevaux. Oh. L'une sera plus dans l'esprit déjà de sport et l'autre sort d'une équitation de travail qu'on va réadapter progressivement pour le sport. Avance tes mains. Regarde où tu vas. Ne précipite pas. Prends bien ton temps et desserre bien tes jambes. Tourne à gauche et galop. Ah, t'as tourné un peu fort là, change de pied. Passer de l'équitation classique à l'équitation western ne pose pas de difficultés majeures. Ok. Bon, pour ta première leçon, c'est pas mal. Alors, pour descendre western, tu déchausses ton pied droit, tu gardes le pied gauche chaussé, tu ne chausseras que le bout du pied gauche. Tu tires la corde de la selle avec ta main droite, tu tires les deux rênes dans la main gauche et tu descends tranquillement, en gardant le pied à l'étrier. Merci. Voilà, mademoiselle, la bonne façon de descendre en équitation western. On se souviendra qu'en équitation classique, c'est un peu plus acrobatique. L'équitation classique a indéniablement beaucoup de subtilité et de finesse. Mais penser que l'équitation western en est dépourvue serait une erreur. Alex, il est où? Là, c'est vraiment too much.
C'est vraiment très too much. Mais enfin, pour monter western, ce n'est pas la peine de se déguiser. Allez, allez vous changer. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. La barre est derrière toi. Ok, c'est pas grave. Premiers exercices. Hop, voilà. Maintenant, Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais vous évoluez Voilà. sous le regard d'experts. prends ton temps, avance un peu tes mains. Voilà, le laisse pas sortir. Voilà, très bien. Très bien. Tu t'arrêtes. Oh, et tu caresses. Tu poses ta main. Alors on va passer à quelque chose d'un peu plus difficile maintenant. Le passage de la porte. À l'origine, les cow-boys ne descendent pas de cheval pour ouvrir et fermer une porte, puisqu'ils ont une longue journée devant eux. Ils doivent descendre et remonter plusieurs fois pour ouvrir et fermer des portes. Donc ils ont décidé simplement de le faire à cheval. Donc les chevaux sont dressés à pouvoir ouvrir et fermer cette porte sans que le cavalier ait à descendre. Et en même temps, il ne faudra pas lâcher la porte parce qu'il faut imaginer un troupeau de bétail d'un côté. On ne veut pas que ce troupeau passe de l'autre côté de cette porte. Donc le cavalier va se servir de son cheval comme une barrière en fait, tout en lui permettant de ne pas lâcher la porte, de manière à ce que les vaches ne franchissent pas donc cette porte. Donc le but c'est de prendre la main comme ça, de pousser la porte, de rentrer dans cette porte gentiment, voilà, de pousser le cheval mais toujours en gardant les portes dans les mains, voilà, comme ceci. Et on va donc refermer la porte de manière à ce que le bétail ne s'échappe pas. Voilà. Bah, écoute, Kader, l'impression que j'ai eue en faisant cet exercice, c'est que d'abord, ça m'a semblé très très facile, alors que de prime abord, je pensais que j'en étais pas du tout capable, soyons clairs. Le cheval y est pour beaucoup, il est excellemment dressé, notre camarade, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de facilité et une satisfaction quasiment immédiate, quoi. Il est vrai qu'en équitation western, beaucoup d'exercices vont être accessibles assez rapidement, même aux cavaliers débutants. Et c'est le sentiment qu'on va avoir en tant que jeune cavalier, c'est d'avoir le sentiment de progresser. Et c'est pas très contraignant et ça s'apprend assez rapidement. Le niveau du cavalier va pas être dans un premier temps très important puisqu'un jeune cavalier va pouvoir se faire plaisir, comme je le disais tout à l'heure, sur des exercices techniques assez rapidement si le cheval a un bon dressage. Donc le niveau du cheval doit quand même être assez avancé, de manière à pouvoir la faire sans causer de gros problèmes aux cavaliers débutants. Donc c'est quelques mois de travail pour le cheval, quoi. Depuis combien de temps on a de l'équitation western en France ? Elle est arrivée depuis une vingtaine d'années, hein, ça s'est vraiment bien implanté depuis une vingtaine d'années. Elle se développe chaque année un peu plus. Elle est encore très mal connue puisque les gens confondent beaucoup de choses dans l'équitation western, le rodéo, les choses comme ça. L'équitation western, c'est quand même spécifique à une équitation à part entière, hein. Donc on le disait tout à l'heure, d'abord une équitation de travail qui s'adapte progressivement au loisir et qui commence à exceller dans la compétition. L'équitation western, lorsqu'elle est pratiquée dans les règles de l'art, est une équitation de légèreté. L'avantage de cette équitation, c'est qu'elle peut se démarrer même avec quelqu'un qui a un certain âge et qui n'est jamais monté, ou un cavalier très jeune, c'est pas un problème. Il faudra juste passer un peu plus de temps sur le cavalier, mais il n'y a pas besoin d'avoir au départ une bonne base d'équitation. Pour le loisir, bien sûr. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'équitation western dans un centre de balade, qui m'a expliqué un petit peu le principe et la philosophie de l'équitation western. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était différent, j'avais jamais entendu parler de ça et le travail sur les chevaux était très intéressant. Je trouvais ça très intéressant, j'avais envie de découvrir ça. J'ai découvert le western un peu par hasard. Par une amie en fait qui l'avait découvert avant et qui m'a dit il faut absolument que tu essayes. Et je suis allée voir par curiosité et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Il y a une approche vraiment différente du cheval et on fait beaucoup plus d'éducation, on apprend beaucoup sur le comportement du cheval et c'est une autre monte aussi, plus libre. On est tout de suite mis dans la position d'un entraîneur, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a un rôle dans l'apprentissage et dans l'évolution du cheval. Étant débutant, on peut évoluer plus facilement. Parce que les chevaux sont bien dressés, il y a vraiment de l'éducation, donc les chevaux sont sûrs, calmes. Donc on est plus rassuré rapidement et on apprend plus facilement, je dirais.
Alors, on a repris la route? Tout à fait. Et où nous emmenez-vous maintenant? C'est encore loin? On est presque arrivé. On va à la Kings Valley. La vallée des rois en Égypte? Ah non, c'est pas en Égypte, hein. C'est dans le Gâtinais. Ah, nous arrivons chez Lionel et Marita. L'équitation western, c'est énorme. Ça va du rodéo, en passant par le cow-boy qui pousse du bétail et qui élève du bétail, et à l'équitation de loisirs pour un citadin qui vient le week-end à la campagne, jusqu'aux personnes qui font de la compétition, soit en amateur ou soit en professionnel, dans différentes disciplines qui, je crois, il y en a 17 ou plus que ça. Donc c'est très vaste, ce qui veut dire qu'elle est à portée de tous, puisqu'il y a des épreuves lentes, il y a des épreuves rapides, ça c'est pour la compétition, il y a des épreuves pointues, il y a des épreuves plus cool, et puis il y a toujours cet extérieur abordable en promenade. Un cow-boy, je dirais, il fait de la randonnée sans le savoir. Lui, il travaille, mais quelqu'un qui va se balader. Mais toujours avec le même esprit, c'est-à-dire un esprit de sécurité-confort. Alors, quand on est éventuellement, on va dire, dans le monde classique et qu'on dit, on entend le maître de manège, enfin le professeur dire qu'on monte comme un cow-boy, c'est pas forcément un compliment. Pourtant, j'ai l'impression que l'équitation western est une équitation qui, en fait, est pleine de subtilité. Le mot cow-boy en France est un mot, oui, ça ferait presque une insulte, un petit peu. Il faudrait que tout le monde monte comme des cow-boys. C'est-à-dire une assiette exemplaire, et puis sur des chevaux qui sont menés d'abord à une main et qui sont très directionnels. Donc, très directionnels, déjà dans l'équitation avec un grand E. Des chevaux pratiques, des chevaux qui écoutent. Et puis, en plus de ça, ils ont un lasso à la main. Il y a plein de choses à faire. Est-ce que tous les chevaux peuvent être mis à l'équitation western? Alors, ça, c'est subtil. On va parler déjà basiquement parlant, c'est-à-dire, je dirais, lire, écrire et compter. C'est-à-dire marcher, trotter, galoper, s'arrêter, reculer à droite et à gauche. Beaucoup de chevaux peuvent faire ceci. C'est lire, écrire et compter. Être disponible pour les gens. Après, si on parle d'équitation un peu plus avancée, c'est-à-dire quelques manœuvres, quelque chose purement western, dans les allures d'une part et tout, non. Absolument pas. Mais est-ce que les chevaux américains pourront sauter un Auxerre d'1m40? Non, à l'exception d'1 sur 10 000 peut-être. Est-ce qu'un quarter horse va faire du passage comme des chevaux de dressage ou comme des chevaux d'origine ibérique? Non, certainement pas. C'est pas fait pour. Le cheval de l'équitation western sportive, c'est le quarter horse. Le cheval du cow-boy, ça peut être un excellent Mustang, parce que le Mustang sera rustique, etc. Mais ils ont amélioré les Mustangs avec du quarter, de toute façon. Donc, mais ça sera toujours, de toute façon, le cheval de cow-boy, ça sera toujours un cheval qui fait 1m48, 1m49. Parce que quand vous êtes dans un dénivelé pour remettre le pied à l'étrier, descendre, monter, le barda qui est derrière, c'est pas des grands chevaux. Mais partout au monde où on travaille avec des chevaux, en Mongolie, en Argentine, en Camargue, n'importe où au monde où on travaille, dans le sens de travailler, c'est-à-dire emmener du troupeau de moutons, de chèvres, de chevaux, de vaches, ou la famille, les chevaux sont petits. Il n'y a pas de grands chevaux, de travail, ça n'existe pas, sauf en chevaux de trait, évidemment. Mais les chevaux de travail sont petits. Ce cheval a une faculté, c'est un mental accessible, docile, rapidement, dans l'ensemble. 80-90%. Je dirais qu'il est aux chevaux ce qu'est le comtois dans les chevaux de trait. Le comtois est un cheval en trait qui est malléable et facile et qui accepte tout de suite, rapidement. Le quarter horse, c'est sa grande qualité, c'est le mental. Mais il est sélectionné sur le mental. Please listen carefully. Premier jour d'école pour ce jeune cheval. Il va marcher, trotter, galoper. D'abord, en longe. Bien sûr, quand on a 2 ans, on peut avoir envie de faire l'andouille en classe. Mais il sait qu'ici, c'est interdit. D'ailleurs, il a accepté d'être sage et attentif pour devenir un bon cheval de western.
travail longue haleine permet de progresser de manière plus efficace avant de passer au travail monté. La première chose à faire, c'est ne rien faire justement, c'est-à-dire rester immobile, apprendre le cheval la patience au montoir, l'immobilité au montoir et attendre les ordres pour partir en avant. Allure spécifique à l'équitation western, le jog, ce petit trot assis et rasant. Au bout d'un an de travail, à 3 ans, il passera en classe supérieure. Et s'il en a les capacités, il deviendra un cheval de compétition. Il commencera à apprendre les différentes figures. Ensuite, ce sera l'université. La grande classe. Une chose à souligner, très importante, un cheval capable de faire de la compétition, quelle que soit sa discipline, doit être capable de sortir en forêt. Avec tout ce qu'il a appris en carrière, ce sera un parfait compagnon pour l'utilisation en extérieur. Les disciplines western sont nombreuses. Ici, c'est le trail qui nécessite énormément de finesse et de doigté. On doit franchir des portes, un petit pont et différents obstacles matérialisés comme ici par des barres au sol. Bien évidemment, en compétition, si on touche la barre, on est pénalisé. On juge le couple cheval-cavalier sur le dressage, sur l'allure et sur la position. Le trail, c'est la quintessence de l'équitation du cowboy. Le parcours se fait sur des allures très lentes. Joli changement de pied. Là, c'est la raison d'être du cow-boy. C'est là que se trouvent les racines de cette équitation, le convoyage et le tri du bétail. Le cow work, qui a donné naissance à une discipline qui s'appelle le working cow horse. On apprend au cavalier, au cheval, à le faire. Dépasser et rollback. Yeah, that was good rollback. Plus besoin de partir aux US, on peut pratiquer le travail avec le bétail en France dans de plus en plus de ranchs. Je vais essayer de cercler la vache. C'est-à-dire qu'en walking cow horse, on doit apprendre aux chevaux à cercler les vaches. Je coupe, elle tourne, je reste au parallèle. L'idée est uniquement là-dessus au départ, avec après une amplification des mouvements, une rapidité des mouvements, etc. Mais toujours au début, slow down, slow down. On n'est pas obligé de faire du western pour aller aux vaches. On peut très bien faire du western pour aller se promener dans un état d'esprit un peu cow-boy, être tranquille. J'ai toujours rêvé de grands espaces, des grandes plaines américaines, du Montana, de l'Idaho. Et dès que j'étais autonome, que j'ai trouvé un boulot, je me suis acheté un cheval et j'ai pu me réaliser, quoi.
Les techniques d'équitation western ainsi que le matériel conviennent parfaitement à la balade et à la randonnée. Tu fais beaucoup de randonnées à cheval? Oui, enfin des balades, principalement, à peu près 2 par semaine. Et des randonnées 1 ou 2 fois par an, là, je pars jeudi pour 5 jours. Le but toujours recherché, c'est la sécurité. On randonne en sécurité avec des chevaux très calmes qui sont, sont pas des machines, attention, ça reste des chevaux, mais on essaie au maximum qu'ils soient habitués un petit peu à tous les bruits, qu'ils réagissent jamais avec violence. Donc ça, c'est un peu de travail à faire à la maison. Et après, on a des chevaux qui ont un très bon tempérament. C'est le principal, c'est la sécurité, que ce soit au niveau des chevaux et du matériel aussi. Et oui, que l'on soit cow-boy ou cavalier western, que serait-on sans une bonne selle? Quand on commande une selle comme ça, on imagine tout, mais tant qu'on ne l'a pas vue, on ne sait pas, donc c'est une surprise, quoi. Ça fait 1 an que j'attends et je suis ravie aujourd'hui. Moment d'émotion lorsque l'on découvre la selle de ses rêves. Où allons-nous maintenant? Direction le sud-ouest. Et nous allons chez qui? Chez monsieur Georges Braille. Illustration du French Paradox, cher aux Américains, Georges Braille fait partie des meilleurs saddlemakers, comprenez fabricants de selles western. Et il est français. Nous sommes donc du côté de Mauvezin, entre Toulouse et Montauban. Georges va nous expliquer comment on choisit une bonne selle. C'est ma fille. Elle n'a pas bougé. Donc si vous mettez une selle comme ça, qui est, bon, on va dire, pas tout à fait un premier prix, mais presque, on s'aperçoit qu'ici, on a trop de passages au garrot, que la stabilité de la selle n'est pas très bonne, elle ne trouve pas vraiment sa place sur le dos du cheval. L'arçon étant un petit peu serré, on risque de se retrouver à des points de compression ici et de l'autre côté et d'engendrer à terme des blessures dues au mouvement de la selle en fait. Et le fait que la selle tourne, c'est que la base de l'arçon n'est pas parfaitement adaptée à la forme du dos. Donc quand elle est bien adaptée, si le cheval est très rond, la selle ne tournera pas, même si elle n'est pas très fortement sanglée. Voilà. Bon, tu vois, Alexandre, maintenant, je vais aller chercher une selle qui est parfaitement adaptée au dos de cette jument. D'accord. Voilà la bonne selle, Alexandre. Wow. Donc, alors là, on a trouvé la bonne taille, mais est-ce que tu as besoin de voir le cheval pour définir la bonne taille de selle? De toute façon, dans l'absolu, si on ne voit pas le cheval, on ne peut pas faire de selle. Alors, ou on le voit de visu, ou alors il faut travailler avec des photos spécifiques du dos du cheval. Qui vont permettre de faire le choix du bon arçon adapté au dos du cheval. Donc, cette selle, par exemple, là, on voit, par exemple, par rapport à l'autre qui bougeait, celle-là tient sur le dos du cheval. Je veux dire, on peut faire marcher le cheval, elle ne glisse pas à gauche ni à droite. Donc, elle épouse parfaitement le dos du cheval. Et ça, c'est primordial pour le confort du cheval, pour que dans sa tête, il soit bien et qu'il n'y ait pas de contraintes dans son dos. La selle, c'est d'abord l'arçon, c'est-à-dire le squelette de la selle. Alors, on trouve des arçons sur le marché à différents prix et de différents matériaux, en fait. Donc, ça démarre dans les premiers prix dans les arçons plastiques qui sont moulés d'un seul bloc, sur lequel le sellier ne peut pas vraiment intervenir au niveau de l'assise, ni au niveau de l'adaptation au niveau du dos du cheval.
Donc si on veut éviter les problèmes, il faut passer sur des arçons qui sont traditionnels en bois, recouverts de différents matériaux. Le matériau traditionnel qui est ici, qui est du cuir cru, appelé rawhide. Mais on peut avoir les mêmes caractéristiques avec un arçon recouvert de polyuréthane ou de Kevlar, comme ça se fait aujourd'hui, ou même de fibre de verre. Alors l'avantage des arçons bois, c'est qu'on peut choisir toutes les côtes. On peut adapter les parties qui sont là, qui s'appellent les bars, et qu'on va pouvoir adapter vraiment au dos du cheval. L'orientation déjà, en fonction du dos du cheval. Si le cheval est rond, on va mettre les fameuses barres plus à plat. Si le cheval est fin, on va les avoir un peu plus serrées. Et ensuite, on va pouvoir régler l'écartement en fonction de la taille du cheval. Comme en équitation classique, il existe différents types de selles en fonction de la discipline pratiquée. Ici, c'est une wade qu'on fabrique, une selle de ranch, idéale pour la randonnée. Une des originalités de la selle western, c'est bien évidemment sa décoration. Et c'est tout un art. Mais quelles sont les différentes parties de la selle western? Alors, il y a une partie qui peut être commune avec la selle anglaise et qu'on va pouvoir appeler avec les mêmes noms, c'est le Truskin et le pommeau. Alors, en américain, c'est le cantle et le fork. Mais après, toutes les autres parties, au niveau des quartiers, on va être obligé d'utiliser les mots américains parce qu'il y a beaucoup plus de parties que sur une selle anglaise et qui n'ont rien à voir. Donc après, on va parler de side jockey, de back jockey, de skirts, de fenders, pour essayer d'arriver à repérer toutes les parties de la selle. Et alors ça, c'est quoi cette partie-là? C'est une partie amovible? Alors cette partie-là, ça s'appelle un wrap. C'est une pièce d'usure qui sert quand on attache un lasso. Alors quand on attrape du bétail au lasso, mais si vous êtes en randonnée, que vous avez un cheval de bas, si vous l'attachez autour du pommeau, ça va éviter d'user le cuir qui est à la base sur le pommeau et qui est très difficile à changer. Donc là, il suffit de démonter cette vis-là et de remplacer le wrap. Alors il y a un côté très utile sur la selle western, c'est que bien évidemment on peut se tenir au pommeau si on n'est pas un cavalier aguerri ou si ça bouge un peu, voilà. Mais on a là aussi une... Alors cette partie-là s'appelle le Cheyenne Roll, donc c'est une partie qui a une utilité. Donc si le cheval buck ou s'il y a un problème équestre quelconque, on peut toujours s'attraper à cette partie-là quand on est à cheval, au coin du siège, pour éviter de dévisser, je dirais. Voilà. Et ensuite pour porter la selle, je veux dire, c'est beaucoup plus facile également. Voilà, votre vocabulaire de cow-boy est en train de s'étoffer. Une chose très importante aussi, les étriers. Ça, c'est un étrier qui sert sur les selles Buccaro, sur les selles Wade. Donc, c'est un étrier qui est très confortable parce que la semelle est très large. Donc, on a l'ensemble du pied qui porte sur la semelle. Ça évite la fatigue de la voûte plantaire, en fait. Donc, comme on est amené à trotter en gardant le bétail, ça permet de ne pas se fatiguer quand on monte de longues heures, en fait. Mais je croyais qu'on ne trottait pas, moi, en équitation western. Oui, ça, c'est ce qu'on entend dire beaucoup, mais les Buccaro trottent souvent pour garder le bétail, parce que c'est une allure qui est quand même adaptée au tri du bétail. Mais alors, Buccaro, ça veut dire quoi? Alors, les Buccaro, c'est un mot qui vient de l'espagnol qui voulait dire vaqueros. Et aujourd'hui, c'est américanisé, et on dit Buccaro avec l'accent américain, donc c'est le même terme que cowboy, en fait. Pour être sérieux, une selle western, ça coûte combien? Une bonne selle, je veux dire, vraiment un premier prix, il faut démarrer à 1000 €, quoi. C'est le strict minimum. En dessous, c'est pas sérieux? Non. Et on va dire qu'une bonne selle, il faut compter 2000 €. En fait, il vaut mieux faire à la base un bon investissement, c'est ça l'idée? Ah oui, là, une selle comme ça, qui est faite dans les règles de l'art, on va la durer, bon, de toute façon, on va la garder au moins la durée de vie du cheval. Ça, c'est le minimum, mais ça peut durer. Une selle, c'est l'entretenu. Si on fait du loisir, on peut la garder 50, 60 ans.
Bonjour Monsieur Phil Western. Oh, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Alors j'ai besoin de renseignements très précis en ce qui concerne l'habillement du cowboy, du cavalier western. Ok. Alors donc la première pièce de son accoutrement, c'est le jean. Ah, c'est important, ouais. Ah, a C'est priori. important, ouais. Alors c'est quoi un bon jean pour monter en équitation western? Je vais te faire voir comment c'est fait. Donc ça, c'est le jean de travail. Ça, c'est un bleu de travail aux US. D'accord. D'accord? Donc, c'est très solide. Ce que tu vois là, bien sûr, c'est les rivets pour la solidité des poches. Le gros intérêt de ce jean-là, c'est les 5 passants à l'arrière. D'accord? Aujourd'hui, on lui reproche d'avoir la taille un peu haute. Et les jeunes ont envie de choses un peu plus fashion. Mais ça reste quand même le jean qui va bien. D'accord? Les cowboys portent ça pour monter tous les jours à cheval. Tu vois, ça c'est un 36 en longueur. Tu vois où il monte là, le 36? D'accord. D'accord. Oui, Moi, je suis pas un géant, mais je suis pas trop grand petit pour non toi, plus. quoi. Non, ça c'est ce que je mets moi. En 36 en longueur de jambe. Et regarde, tu vois, quand je vais l'avoir posé, tu vois mon jean, comment il est fait là? D'accord. D'accord, il plisse. Quand je vais monter à cheval, d'accord, et que ma jambe va se retrouver comme ça, d'accord, on ne voit pas la tige de ma botte. C'est de mauvais augure, c'est pas beau, ça se fait pas. On ne doit pas voir la tige de la botte. Il faut absolument prendre un jean long. Alors donc on a vu qu'en fonction de la taille, il fallait prendre long pour recouvrir la botte. Tout à fait. Donc ça nous mène à la botte. Comment on choisit une bonne botte pour monter à cheval? La première chose, tu essayes d'aller voir un gars qui vend des produits depuis un moment, qui a un peu de notoriété, parce qu'il y a plein de gens qui se sont installés, qui vendent de la botte parce qu'il y a du potentiel. Mais une botte, c'est vraiment spécial. D'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, contrairement à la France, il y a des largeurs de pieds. Donc A, B et C pour les femmes, et D, E et double E pour les hommes. Ça, c'est des largeurs différentes. D'accord. Et alors après, donc on essaye la botte, mais alors on commence par quoi? On peut trouver quoi comme produit? Parce qu'il y a différentes bottes. Il y a des tiges hautes, des tiges basses. Tout à fait. Aujourd'hui, très peu, à part les Buckaroo, qui sont des gens qui travaillent à l'ancienne, on va dire ça comme ça, et qui mettent le pantalon dans les bottes. Sinon, la plupart des gens, que ce soit en équitation de sport ou en équitation de randonnée, ne mettent pas le pantalon dans les bottes, ok? Ça, c'est la botte telle qu'elle est, c'est la botte typique. Donc, semelle cuir, bourron, talon de marche, ça, c'est super important. Il y a beaucoup de gens chez nous qui vendent ce qu'on appelle de la Santiago. J'ai porté ça, hein, bien sûr, comme tout le monde, on trouvait que ça. Donc, j'ai porté ça. Il y a des gens qui apprécient. Il n'y a pas de Santiago aux États-Unis. Dans le milieu cowboy, dans le milieu western, il n'y a pas de Santiago. Quand tu arrives avec une Santiago à tes pieds aux États-Unis, on dit « Wow, fancy boots !» Ils se foutent de ta gueule. Voilà. En France, depuis une bonne dizaine d'années, les gens apprécient la crêpe. La crêpe, il faut le savoir, dans l'équitation aux États-Unis, est mise principalement par les raineurs. Tu sais ce que c'est le reining? T'as vu, ça le vend en poupe en ce moment. Alors, eux, ils portent la crêpe. Et voilà, bon, c'est un look un peu sympa, ça très haut. Et puis surtout, quand tu marches dans la rue, tu sens pas les imperfections de la route. C'est vraiment super. C'est quoi le budget pour une paire de bottes, pour commencer? Écoute, tu commences à trouver des bons produits aux alentours de 150, 170 €. Là, on rentre dans des produits sympathiques. Et puis, il n'y a pas de limite. Tu sais, à l'Amérique, il n'y a pas de limite. Alors maintenant qu'on a le jean et la paire de bottes, il reste le chapeau. Eh oui, c'est sûr. Alors explique-moi comment on trouve un beau chapeau. Moi j'ai déjà une petite idée, mais... Vous avez peut-être une petite idée, mais vous avez surtout une grosse tête. Je prends les mesures de ta tête, tu choisis ton chapeau, je prends une taille. De là, je mets ton chapeau à ta tête, exactement. Et ensuite, je le forme, je lui donne la forme, le shape, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je vais former ton chapeau comme tu le souhaites. Les Américains travaillent par mode. Moi, je travaille avec la tête de mon client. C'est-à-dire que chaque tête est différente et il est évident qu'avec une tête ronde, je ne vais pas faire le même chapeau qu'avec une tête en pointe. Voilà. Le chapeau, dans certaines compétitions, il a son importance. Parce que si tu perds ton chapeau, c'est pas forcément une bonne chose, si j'ai bonne mémoire. Écoute, c'est jamais une bonne chose. D'abord parce que quand tu as mis ton chapeau, tu es un poil décoiffé. Donc quand tu perds ton chapeau, tu n'es pas forcément joli. Donc
sur des épreuves classiques, on en revient au running, au roping, il n'y a pas d'amende. Par contre, dans le barrel racing, il y a une amende. Donc c'est super important. Dans les épreuves de vitesse, il y a une amende. Et c'est pour ça qu'il est de bon ton d'avoir un chapeau qui tient à ta tête. Alors, dans les épreuves de vitesse, on a le droit de mettre ce qu'on appelle un Stampede Latigo, qui est une cordelette, quoi. Ça, c'est permis dans les épreuves de vitesse. Par contre, dans toutes les épreuves, dans les autres épreuves, c'est interdit. Sachez qu'il existe une période pour porter le chapeau de paille, à savoir, grosso modo, le printemps et l'été. Le chapeau de feutre, lui, se porte en automne et en hiver. Porter un chapeau de paille en hiver serait une faute de goût impardonnable. Sachez également qu'il existe des sortes de petites housses que l'on met sur ces précieux chapeaux afin de les protéger de la pluie et des intempéries. Alors là, Bertrand, on a un des éléments indispensables de la tenue du vrai cowboy, c'est les chaps. Tout à fait. Alors il y a différents modèles, explique-moi un petit peu. Oui, il y a différents modèles. Celui-là, en l'occurrence, qui est plus court, c'est un chinks, plus couramment appelé chinks. C'est bien sûr un accessoire qui sert à la protection du cavalier, la jambe du cavalier, des intempéries et des agressions mécaniques. D'accord. Donc ça, c'est généralement pour le travail avec le bétail. Pour le travail du bétail, tout à fait. Mais ça veut dire qu'éventuellement, dans certaines disciplines de compétition, on va avoir l'obligation de porter des chaps? Dans certaines disciplines, tout à fait. Le chaps est obligatoire. Et à ce moment-là, on va vers un autre modèle. Voilà, un chaps de reining, par exemple. Ça, c'est pour le reining? De reining, tout à fait. Donc en compétition, tous les compétiteurs de reining portent des chaps comme ça? Tout à fait, oui. Avec fermeture à glissière sur le côté. Ah oui, d'accord. Que vous avez là, tout à fait, qui englobe l'ensemble de la jambe. Et alors, il faut que ce soit un petit peu plus long que la jambe ou pour que ça protège un petit peu? C'est quoi la bonne taille? Tout dépend justement de la discipline déjà, puisque pour dans ce cas-là, un chaps de cutting, on va avoir un chaps qui est plus long que la jambe, de façon à bien couvrir le pied et l'ensemble des actions de jambe. D'accord. Maintenant, pour d'autres types de chaps qui vont être, par exemple, juste du travail de base ou du travail de ranch, on va utiliser des chapes un peu plus courtes qui vont moins traîner dans la boue et donc moins s'user et être plus agréables à entretenir également. Ouais. Aujourd'hui, compétition de reining. C'est certainement la discipline qui a le plus de succès actuellement. J'ai découvert toutes les disciplines équestres de concours en western, dont le reining. Et je suis devenue passionnée du reining et je pratique un petit peu en compétition à mon niveau, en amateur. Le reining sort de l'équitation de bétail à la base et on reproduit en exagérant énormément les figures que fait un cow-boy avec le bétail, c'est-à-dire les arrêts glissés, les arrêts nets pour bloquer la vache, les rollbacks pour faire demi-tour et après on a inventé les spins qui sont en fait des rollbacks mis les uns après les autres et pour accentuer un petit peu la manœuvre. Après c'est devenu du sport, il n'y a plus du tout de côté de bétail. Maintenant aujourd'hui le reining est devenu vraiment une équitation de sport. D'ailleurs, on est reconnu par la FEI maintenant, c'est quelque chose qui est sorti du cow-boy et du bétail, mais à la base, ça vient de là. Tout ce qui est moins de 18 ans déjà doit avoir une bombe en FFE et en reining youth. Après, en reining amateur, c'est pas obligatoire. Alors, on peut toujours tomber de cheval, c'est évident, on peut toujours tomber de cheval. Mais comment dire, on fait pas un sport à risque. Quand on voit un cheval western évoluer dans la carrière, on dit j'aimerais être à la place du gars ou de la fille et monter. Parce que ça donne envie, parce que ça donne une impression de facilité. C'est facile une fois que le cheval est dressé, mais c'est accessible. Ce cheval a un palmarès assez extraordinaire. Il a gagné en NRHC amateur, NRHC open, il a gagné en EQHC. C'est un gros cheval qui a été fabriqué entièrement au Kings Valley par Christophe Kaiser. Et là, il est monté par un des assistants qui a 19 ans et c'est un cadeau qu'on lui fait.
pour qu'il ait l'occasion de monter un très bon cheval. Et c'est pas parce qu'il monte un très bon cheval de cette qualité-là que le cheval sera déréglé pour demain. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Encore une fois de plus, le côté accessible. Quelles sont les autres disciplines de l'équitation western? Il y a le halter, la présentation en main, il y a le showmanship, qui est un parcours en main à faire. Et il y a le longe line, donc c'est longer un cheval aux 3 allures à droite, aux 3 allures à gauche, avec une élégance parfaite, une propreté parfaite, une légèreté absolue. Et ces gens-là peuvent sortir au même titre que le champion du monde de reining, qui va être champion du monde de reining. Quelqu'un peut sortir aussi à côté, champion du monde de longe line, et l'autre lui dira pas, oui, mais ça c'était facile. Jamais. Autre discipline passionnante, le barrel racing. C'est une course de vitesse sur un parcours qui ressemble à peu près à un trèfle autour de 3 barils, d'où le nom. Impressionnant, non? Et c'est pour tous les âges. Il y a également le pole bending. Slalom et vitesse. N'oublions pas le Pony Express. L'enjeu consiste à attraper une sacoche, à faire le tour du parcours le plus rapidement possible et à reposer la sacoche là où on l'avait prise. Toutes les disciplines que l'on pratique sans vache s'appellent le dry work. Maintenant, passons au travail avec le bétail. Le cheval actuellement est équipé d'un matériel spécifique pour faire du working cow horse, c'est-à-dire une épreuve qui se divise en 2 parties, une partie de reining d'une part et une autre partie sur le bétail. On peut dire que les racines de ça, c'est la doma vaquera. Et donc on a un matériel un petit peu différent. Les rênes que j'ai s'appellent un romal, c'est d'origine espagnole, une fois de plus. Donc l'influence espagnole est restée. Et puis un mors très chamarré, très joli, mais en plus de ça, techniquement dans la bouche, très précis aussi. Donc tout un matériel qui reste il reste une tradition. Le reining est issu du working cow horse et se suffit à lui-même maintenant. Le working cow horse évolue aussi, mais c'est à part. Autre discipline nécessitant la présence de nos amis les vaches, le cutting, certainement une des plus impressionnantes. Notez que le cavalier n'a aucune action et que c'est le cheval, seul, grâce à son dressage, qui empêche la vache de rejoindre le troupeau. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et là, vous verrez que... Il y a également le team penning, où des vaches numérotées sont tirées au sort. Le rôle des cow-boys étant de les séparer du reste du troupeau et de les faire entrer dans un enclos. C'est l'épreuve qui se rapproche le plus du vrai travail du cow-boy et bien sûr de la cowgirl. Est-ce qu'on peut avoir le temps? 1 minute 33. Ouais, c'est pas mal fait. À droite. Time. Malheureusement, on n'aura pas le temps de... OK. Il y a aussi le roping, c'est-à-dire le travail avec le lasso. L'Italie est champion d'Europe de calf roping. Maintenant, il faut attraper les postérieurs. Voilà. Plus fort, capitaine. Bien évidemment, il y a aussi le rodéo, mais là, on s'éloigne un petit peu de l'équitation western. Faut-il pratiquer longtemps pour participer à une compétition western? Toi, tu es cavalier.
t'achètes un cheval l'année prochaine en compétition ici. Pas besoin de 10 ans. C'est accessible. C'est ça l'accessibilité. C'est accessible. Et c'est ça, c'est le côté qui est séduisant. Et c'est pour ça que cette équitation envahit le monde. Je ne sais pas si vous serez en compétition l'année prochaine, mais j'en connais un qui a déjà fait ses preuves. Bon alors Glenn, ça fait à peu près 2 ans que tu t'es mis, on va dire, sérieusement à l'équitation western. Au bout de 2 ans, il y a un monsieur qui est venu te voir et qui t'a dit, tiens, ça t'intéresserait pas d'aller au championnat du monde à Oklahoma City, aux États-Unis? Il m'a dit, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe de France? Alors c'était l'équipe de France de quoi? Youth Equietche. Alors Youth Equietche, équipe de France, Youth Equietche, qu'est-ce que ça veut dire, équipe de France? Jeunes, c'est une équipe de France pour les jeunes. Et dans l'association Equietche. Et alors toi, ton classement, Je suis allé en finale. Et en finale, je suis arrivé 9e. Sur 45 chevaux. Pas mal. Donc ouais, franchement, oui, pas mal. Pas ça mal, va. hein, mine de rien. Puis j'ai ramené donc 2 médailles à l'équipe. Et en tout, l'équipe, elle a ramené 9 médailles. Bravo, félicitations pour ce classement au championnat du monde d'équitation western. Merci bien. Donc d'abord apprendre ce que c'est un cheval, le comportement du cheval, être rassuré à pied déjà, et trouver un bon club aussi, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir ce club et je pense qu'il m'a beaucoup appris. Et donc bien choisir son club, c'est important. Il faudrait que ça vienne de lui, qu'il ait vraiment envie de faire ça, parce que le cheval va ressentir donc sa manière d'être. Hein. C'est évident que si c'est quelqu'un qui veut en faire, mais qui est un peu hésitant, qui a un peu peur, bon, à la limite la peur ça se maîtrise, mais le plus beau conseil c'est que lui a envie vraiment de faire ça. Et surtout de ne pas hésiter à se remettre en question quand on vient de l'équitation classique. On a l'impression de revenir complètement, de repartir de zéro et juste se remettre en question. C'est pas la peine d'aller acheter un cheval de compétition si on n'a pas non plus niveau. Enfin, pour faire de la randonnée, il faut un cheval vraiment qui a un tempérament de cheval d'extérieur. Les chevaux de bétail conviennent bien. Enfin, faut choisir le cheval adapté. Après, il faut aller voir aussi le matériel adapté. Donc ça, il faut voir avec un professionnel. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et surtout, avoir envie vraiment d'apprendre, de développer le cheval, de lui apprendre lui aussi beaucoup de choses. Et puis voilà. Et écouter surtout, écouter tout ce que les professionnels nous disent. Et voilà. Oui, si vous n'avez pas de centre western près de chez vous, vous pouvez le faire par le biais de stages dont vous trouverez l'adresse sur des sites internet, sur l'annuaire western, qui est une très bonne revue que vous trouvez en kiosque, qui vous permettra de faire un choix et de sélectionner un centre de qualité. C'est le côté fantastique, c'est pour tout le monde. En fait, c'est un côté populaire, c'est fait pour tout le monde le western. On m'emmerde ton perfect. Ça, c'était un très beau mouvement. Voilà, nous avons survolé le vaste univers de l'équitation western pour vous en donner un petit aperçu. C'est une équitation qui offre une grande quantité de possibilités, de la balade à la compétition. Elle sait être une équitation de légèreté et de finesse. Elle sait séduire par la qualité de ses chevaux accessibles et sûrs, autant qu'un cheval puisse l'être. Certains pourraient être surpris de retrouver ici bien des préceptes chers à l'équitation classique. Monter sur une selle confortable en blue jean, c'est très agréable. Alors n'hésitez pas, trouvez l'endroit idéal et mettez-vous à cheval. Ben voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'équitation western. Le seul problème de cette équitation, et c'est pas Christophe qui va me dire le contraire, c'est que si vous commencez, vous risquez de devenir accro. Bon alors, j'ai encore plein de questions à te poser. Dis-moi, pour mettre le mors, le filet, c'est parce que j'ai toujours un petit problème, parce que je ne sais pas tout à fait... tu vois, il faut le mettre par-dessus, comme ça, sur l'oreille. Voilà. Ah, d'accord.
Oh.